pas mal. Ici, pas d'urgence vitale. Cédric décide de garder ce monsieur sous surveillance dans le sas d'accueil. L'objectif pour moi, c'est trier les gens, c'est-à-dire prioriser les gens qui doivent passer tout de suite et les gens qui peuvent attendre. Ça, c'est mon boulot. Moi, j'évalue rapidement la situation et je vois s'il faut les installer tout de suite ou si on peut un petit peu temporiser. Il y a quand même pas mal de gens où c'est une urgence ressentie, c'est pas une vraie urgence pour nous du point de vue médical. Monsieur, ouais, je vous mets. Je fais un petit coussin avec un petit drap. Allez-y. Je voulais juste savoir, monsieur Kern, au niveau de la douleur maintenant, actuellement, tout de suite, on en est où? Allez-y, serrez-moi fort les mains. Fort, fort, fort les mains. D'accord, ok. Ok, c'est bon, madame, parfait. Pas de douleur, hein, madame, on est bien d'accord, vous avez pas mal à la tête, hein? Non, pas là. D'accord. Ce que je redoute, c'est de passer à côté de quelque chose, c'est-à-dire pas détecter qu'un patient va se dégrader rapidement et me dire il peut attendre, et puis que la personne se dégrade, que je le loupe, parce qu'il y a certains diagnostics, ça peut être du digestif, ça peut être du cardiaque, alors de me dire il a un peu mal au ventre, et qu'en fait ça soit un problème cardiaque, et qu'il fasse un arrêt cardiaque et qu'il décède ici, sans qu'on l'ait vu. Il voulait sortir des plateaux, prendre l'air, tâter le terrain. Ils ne vont pas être déçus. Carole Rousseau et Benjamin Castaldi partent à la rencontre d'hommes et de femmes ordinaires au métier extraordinaire. Aujourd'hui, immersion immédiate dans l'un des plus grands centres hospitaliers de France, le CHU de Nancy. Dans cette agglomération de plus de 400 000 habitants, le service des urgences tourne à plein régime. C'est là que je vais vivre pendant 96 heures. Ah oui, c'est cassé. Je vais apprendre à me protéger du virus Ebola. Je vais assister au sauvetage d'une petite fille renversée par une voiture. Il a un drôle de sourire, ce petit bonhomme. Me cramponner dans l'ambulance sur les petites routes de Lorraine. Partager le stress des soignants devant la douleur des patients et la détresse sous toutes ses formes. Qu'est-ce que j'ai? Et quand j'aurai un coup de blues, je pourrai compter sur Benjamin. Nous sommes toujours connectés. Plongés dans un univers qui ne dort jamais, où le contre-la-montre est la règle, où la vie ne tient souvent plus qu'à un fil. Parfaite. Je ferme juste la porte de mon bureau. Là, on risque pas de me demander un diagnostic ou un truc comme ça, hein, parce que vous verrez peut-être. J'ai laissé mes vêtements au vestiaire. Une demande du service que je découvre. Ici, défilent plus de 45 000 patients par an. Aux manettes, le docteur Lionel Nas, sous ses ordres, 250 personnes. Allô? Oui, bonjour, je suis médecin du SAMU. C'est une personne de quel âge qui a fait une chute? Mon séjour démarre en douceur par la salle de régulation, la tour de contrôle des urgences. Les pompiers sont en route et on envoie le médecin du SAMU. Vous continuez. Quand vous composez le 15, c'est dans une salle comme celle-ci que vous arrivez. Ici, on reçoit 500 000 appels par an. Chaque coup de téléphone est traité avec la plus grande vigilance, car chaque seconde compte. Paradoxalement, on ne fait pas débuter les plus jeunes dans la régulation. Ils débutent d'abord dans le véhicule ou aux urgences et ensuite ils intègrent la partie régulation que lorsqu'ils ont une expérience suffisante. Il faut avoir quand même quelque chose de particulier. Il faut aimer un petit peu, effectivement, ce stress de l'urgence, mais comme cela est vrai pour les réanimateurs, les anesthésistes ou les cardiologues, des métiers où on effectue des gestes et où le temps compte un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Le calme qui règne dans cette salle m'impressionne. Ces médecins confirmés peuvent faire face aux pires situations. Allô?
Là, 110 a tenu une dame qui appelle pour sa mère, 90 ans, 97 ans, elle est sous O2, là, elle ne sait pas me dire si elle respire ou pas, elle est inconsciente. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, je suis le médecin du SAMU. Vous avez retrouvé votre maman comme ça ou elle a fait un malaise devant vous? Elle n'a rien fait du tout, je l'ai mis sur le siège, hein, elle est allée aux toilettes, bien et tout. Puis elle m'a demandé de la recoucher, j'ai eu des difficultés à la remettre dans le lit. C'est une dame qui a des problèmes de santé ou pas? Oui, mais je pense que c'est pas la peine de la déplacer si elle est décédée, moi je la garde ici. Hein. Vous pensez qu'elle est décédée madame là? Ah, moi je pense que oui. Hein. D'accord. Je mets l'oxygène mais ça va pas. Elle vous répond, elle vous serre la main? Non, pas du tout. Ok, les pompiers arrivent tout de suite. Hein. Oui, très bien, Voilà. merci. Au revoir. Au revoir. Donc là, de votre ordinateur, vous avez déjà... Quand vous Alors dites que- moi j'ai pris ma décision, donc j'ai cliqué sur le moyen que je veux qu'on engage, et donc l'assistante de régulation est en train d'envoyer le moyen que j'ai choisi. Et vous avez choisi quoi? Une ambulance de pompiers là pour aller au plus rapide, avoir un bilan rapidement. Je vais la rappeler dans 2 minutes pour voir si la dame se réveille, si c'est un malaise grave ou si vraiment c'est un arrêt cardiaque. Parce que là, elle vous dit qu'elle est carrément décédée. Les gens ne savent pas toujours, des fois ça peut être un malaise, elle l'a levé, donc ça peut être aussi une chute de tension, et quand les gens perdent connaissance, c'est pas toujours facile de faire la part des choses. 2 minutes plus tard, le médecin rappelle. Il va falloir tout tenter jusqu'à l'arrivée des pompiers. Allô? Oui madame Sénat? Oui, Je suis madame médecin Guignard, du SAMU. Donc votre maman, Oui. est-ce qu'elle a repris connaissance ou pas? Non, oui. Vous avez commencé à faire un massage cardiaque. Vous allez vous mettre à genoux à côté d'elle, vous allez mettre vos mains au milieu de sa poitrine et vous allez faire des compressions thoraciques. D'accord? Oui. Donc il faut appuyer avec vos 2 mains sur le milieu de la poitrine et vous allez compter et 1, et 2, et 3. Et vous n'allez pas vous arrêter jusqu'à ce que les pompiers arrivent ainsi que le médecin du SAMU. Ah. D'accord? 2, 3. Un petit peu plus vite, madame. Continuez. Je ne rêve pas, je suis bien en train d'assister à un massage cardiaque à distance. Avec les 2 mains? Avec les 2 mains. Vous mettez les 2 mains au milieu de la Alors poitrine. maintenant, au milieu? Vous tendez Je ne bien suis les pas coudes sûre dans une telle situation que je réagirais avec le même sang-froid. Oui, d'accord, D'accord. merci. Voilà, à tout de suite, madame. Les secours Oui, sont partis. merci. Au revoir. Donc effectivement, on part plutôt sur un arrêt cardiaque. Donc là, on va initier la réanimation par téléphone. Il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de signe de détresse respiratoire aiguë. T'as pas besoin de mettre sous PNI pour le moment? Non, pas pour l'instant, pas de PNI. Il a... Deuxième étape, le cœur des urgences. C'est là que les médecins se relaient toutes les 12 heures. Aujourd'hui, c'est le tour de garde d'Anne-Lise Véronèse. Diplômée depuis 2 ans, elle a fait sa spécialisation en médecine urgentiste dans ce service. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les mettre tous les deux dans une... Docteur Véronèse, bonjour. Bonjour. On est où là? Dans le bureau central, service d'accueil des urgences, c'est un petit peu le centre névralgique des urgences. Donc là, c'est le tableau des patients qui sont en salle d'examen, en box d'examen. Donc on va voir les différents box, le nom des patients, leur âge, leur sexe. Là, on a toute une catégorie de cases qui vont représenter qui les a pris en charge. Est-ce que le médecin l'a déjà vu? Est-ce que c'est les étudiants? Est-ce que l'infirmier l'a installé? Tout ça. Le recours pour lequel ils viennent. Hein, on voit par exemple qu'il y a une dame qui vient pour une crise d'épilepsie. Et puis après, est-ce qu'il y a des examens à faire, des consultations, des examens de biologie, des radiologies? Ceux qui sont à faire, ceux qui sont faits, et puis ce qu'on pense que c'est, donc une crise d'épilepsie, et ce qu'on attend encore pour les patients. Voilà. Une admission sur 3 relève de la médecine générale. Il n'y a pas danger de vie ou de mort, mais il faut agir vite. Fractures, blessures, coupures, ces accidents de la vie quotidienne sont pris très au sérieux. Ils sont traités dans la filière courte. Ah oui, c'est cassé. Ah bah ça va rester comme ça. Non mais si ça fait mal, on peut percer l'ongle par contre. Bonjour monsieur. Moi qui m'évanouis à la simple vue d'une aiguille, je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix. Alors, mission accomplie. Il y a 38 médecins aux urgences de Nancy. La moitié sont des femmes. À 29 ans, Anne-Lise compte parmi les plus jeunes. Je pense que quand on est comme moi, une femme, d'autant plus jeune, avec un physique pas très imposant, et qu'on a des patients un peu difficiles, qui peuvent être violents, alcoolisés, il faut pouvoir essayer de s'imposer parce que sinon on se fait manger. Hein. Les urgences, on en entend assez parler, c'est un lieu où il y a quand même beaucoup de violence. Hein. On a des patients,
les patients alcoolisés qui peuvent être violents. Il y a les patients très âgés qui sont déments, qui peuvent aussi apporter une autre forme de violence, même s'ils ne sont pas... Oui, physiquement. Ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font, ils ne s'en rendent pas compte. Le problème, c'est qu'au moindre malaise, les maisons de retraite s'en remettent au SAMU. Madame, on va devoir vous faire un soin, ça va pas... On va devoir vous faire un soin, madame, ça va pas être très agréable. Il faut qu'on pose une sonde urinaire parce que vous avez une infection quelque part. Cette vieille dame, qui souffre de fièvre, n'a plus toute sa tête. Est-ce que vous savez où on est, ici? Où est-ce qu'on est, ici? Vous savez? Est-ce que vous savez où on est, ici? Comment vous vous appelez? Samedi. Samedi? J'ai mal à la main déjà. Voilà, laissez-vous faire, madame, d'accord? Ça suffit. C'est du savon, madame, ça fait pas mal. L'acte est indolore, mais la vieille dame ne comprend pas ce qu'on lui fait. Elle se braque. C'est une salope. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça y est, c'est terminé, madame. C'est fini. C'est pour les martyriser. Où est-ce que vous avez mal? Un couteau, je vais me tuer. Voilà, j'ai peur. Les personnes âgées, c'est un peu notre pain quotidien, quoi. C'est les patients qu'on a le plus. La population vieillit, parce que c'est des gens qui sont très fragiles et qui peuvent décompenser très très vite sur une pathologie. En plus clair, leur état peut s'aggraver très Ça rapidement. va mieux? Moi, je sais bien, vous embêtez. Hein. Mais c'est pour vous soigner. Hein? Tu peux pas les flatter. Elles sont trop méchantes. Elles sont trop méchantes. Quand c'est pour votre bien. Pas de service d'urgence sans ambulance. Les SMUR sont de véritables hôpitaux roulants. À leur bord, un ambulancier, un médecin, un infirmier et un interne. Leur mission, arriver le plus vite possible là où une fille est en danger. À chaque changement de garde, étape obligée, la checklist. En intervention, l'équipe peut être confrontée à des patients en proie à des douleurs insoutenables. Dans ce cas, on a un frigidaire et un coffre à stupéfiants. Voilà. On a quelques-uns qui sont connus, d'autres moins. kétamine, morphine, des drogues très puissantes, indispensables pour les traumatismes les plus graves. Gyrophare, sirène, carburant, le véhicule de l'ambulancier doit être prêt à bondir. Les soignants, eux, vérifient leur principal outil, le défibrillateur électrocardioscope, vital pour connaître l'activité du cœur et le relancer si besoin. Voilà, c'est un peu fastidieux, mais bon, après, c'est vraiment, c'est le premier truc qu'on fait en arrivant. Après, c'est vraiment quand on a le temps, parce que des fois on arrive, ça sonne. Et cette rigueur, elle est propre à chaque équipe, et tout le monde fait ça hyper consciencieusement. Ah, il vaut mieux, ouais, parce que si on arrive sur une intervention et qu'il nous manque quelque chose d'important, on va dire, ça peut nous poser des problèmes. On sent que vous parlez beaucoup tous, les uns les autres. On se connaît déjà depuis longtemps, et puis c'est important, la cohésion entre équipiers, c'est très très important. Ouais. On a tous besoin les uns des autres, hein. On est complémentaires dans notre... Alors là, vous êtes en pleine réparation. Imaginons que ça sonne, là, que vous soyez appelé. Qu'est-ce que vous finissez pas? Vous partez tout de suite? Voilà. On range tout du mieux possible. L'infirmière termine de ranger et puis on part directement. Oui. D'ailleurs, nous partons tout de suite. Une femme vient de faire un malaise. Où est-ce qu'on va? Alors on va sur voie publique, une dame a priori qui ferait une hématamèse, c'est-à-dire qui vomit du sang. L'équipe n'en sait pas plus, car dans l'urgence, la famille n'a pas su décrire les symptômes. Alors chaque seconde compte. C'est au beau milieu d'un cimetière que l'accident est arrivé.
Videz la camionnette blanche là. Entendu. Là, vous appréhendez chaque cas avec une forme de stress ou... Il y a toujours un petit peu de stress, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais après, il y a beaucoup. Là on n'a pas réussi à avoir d'éléments parce que les gens étaient paniqués. Alors soit c'est la panique justifiée, auquel cas on va aviser. Soit, comme c'est souvent le cas, c'est la panique qui n'est pas forcément justifiée. En tout cas, il n'y a pas forcément d'urgence vitale. Mais bon, dans le doute, il vaut mieux être engagé. Les pompiers arrivent souvent les premiers. Ils sont déjà en action et viennent de placer la femme dans leur véhicule, à l'abri du froid. Alors, vous n'avez pas eu de douleur dans la poitrine du tout, hein? Non. D'accord. Et quand vous avez vomi, là, vous avez vomi brutalement? Oui, apparemment oui. Vous avez déjà diagnosé avant, vous m'avez dit? J'avais l'impression d'avoir trop mangé. D'accord. Vous êtes connu pour faire de l'anémie? Non, pas spécialement? Non, pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu pâle et a priori votre hémoglobine est un petit peu basse aussi. Alors comme en plus vous avez perdu du sang, c'est pour ça que je vous pose la question. Reste à savoir pourquoi vous en avez perdu. De ce que vous me dites, il y a des histoires de douleurs d'estomac, des choses comme ça peut correspondre à un ulcère qui saignerait au fur et à mesure et qui vous met en anémie. Donc il va falloir qu'on vérifie tout ça. Pendant que l'équipe du SAMU cherche les causes du malaise, les pompiers prennent en charge la famille de la victime. Oui, on va aller au déchocage parce qu'il faut qu'elle soit quand même surveillée. Il faudra peut-être la transfuser, on va voir. Mais bon, déjà, c'est déjà de faire des examens complémentaires. Là, elle est relativement stable, il n'y a pas de pronostic vital engagé pour le moment. Donc s'il faut quand même une surveillance assez rapprochée, mais on va faire tout ça à l'hôpital au déchocage. Le déchocage, c'est l'antichambre de la réanimation. Un lieu où l'état du patient est surveillé à la loupe. Ça va? Là, ça fait plus alimentaire, ouais. On va le tester, ça ou pas? Bon, on va pas regarder ça. L'équipe médicale ne connaît toujours pas l'origine du malaise. Au déchocage, des examens approfondis seront réalisés. Une chose est sûre, cette dame ne rentrera pas tout de suite chez elle. En début de soirée, c'est l'heure de pointe. Entre la valse des ambulances et le ballet des brancards, une personne joue un rôle crucial, l'infirmier d'orientation et d'accueil. Dans le jargon, on l'appelle le trieur. Ce soir, c'est Cédric Scherer. Il rencontre chaque patient et les classe par ordre de gravité. Alors, ça va aller? Non, attends. Voilà, c'est ça. Ouais, vas-y avec le pied. Hein. Ça va aller? Ouais, merci. Alors, monsieur Astor, qu'est-ce qui se passe? Vous évaluez votre douleur à combien? Vous savez que je sache à peu près combien vous avez mal. Habituellement, je prends un dans les bras. Ah bah écoutez, monsieur, je vais vous en donner un. Il n'y a pas de problème, hein, je vais vous chercher ça. D'accord? Je reviens. Hein. Bonsoir. Alors. Les urgences enregistrent en moyenne 120 entrées par jour et plus de 160 en hiver. Les cas les plus graves où la vie est en jeu sont traités dans les 3 minutes. Mais les patients valides qui viennent pour un acte de médecine générale peuvent attendre plusieurs heures. Surtout en soirée, quand les autres praticiens ont fermé boutique. Pardon, excuse-moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Vous êtes tombé dans les escaliers? Oui, exact. Vous n'avez pas perdu connaissance, monsieur? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Vous arrivez à bouger un petit peu les orteils? D'accord. Pas de souci, ça vous fait pas de douleur particulière? Non. D'accord, hein, je touche, ils sont bien. Au niveau de la douleur, actuellement, vous en êtes où? Très supportable. D'accord, très supportable. Vous voulez pas de médicaments contre la douleur? Parfait, monsieur. Je vais vous laisser ça. C'est ça qui fait aussi que vous avez pas mal. Ici, pas d'urgence vitale. Cédric décide de garder ce monsieur sous surveillance dans le sas d'accueil. L'objectif, pour moi, c'est trier les gens, c'est-à-dire prioriser les gens qui doivent passer tout de suite et les gens qui peuvent attendre. Ça, c'est mon boulot. Moi, j'évalue rapidement la situation et je vois s'il faut les installer tout de suite ou si on peut un petit peu temporiser. Il y a quand même pas mal de gens où c'est une urgence ressentie, c'est pas une vraie urgence pour nous du point de vue médical. Monsieur, ouais, je vous mets. Je fais un petit coussin avec un petit drap. Allez-y. Je voulais juste savoir, monsieur Kern, au niveau de la douleur maintenant, actuellement, tout de suite, on en est où? Allez-y, serrez-moi fort les mains. Fort les mains. D'accord, ok. Ok, c'est bon, madame, parfait.
Pas de douleur, hein, madame, on est bien d'accord, vous avez pas mal à la tête. Hein? D'accord. Ce que je redoute, c'est de passer à côté de quelque chose, c'est-à-dire pas détecter qu'un patient va se dégrader rapidement et me dire il peut attendre, et puis que la personne se dégrade, que je le loupe. Parce qu'il y a certains diagnostics, ça peut être du digestif, ça peut être du cardiaque, alors de me dire il a un peu mal au ventre, et qu'en fait ça soit un problème cardiaque, et qu'il fasse un arrêt cardiaque et qu'il décède ici, sans qu'on l'ait vu. Et puis aux urgences, il y a aussi la clientèle du samedi soir. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? On va souffler un petit coup dans la machine? Ah, je suis bourré. Oui, non, mais ça, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, je vous ai dit. Je suis bourré, mais je peux rentrer chez moi. Oui, non, mais là, je veux juste savoir votre taux, en fait. D'accord? Allez-y, soufflez. La police a retrouvé cet homme inerte sur un trottoir. Non. Ah, il faudrait souffler un peu plus longtemps. C'est pas possible. Vous pouvez venir, messieurs? Ça va aller jusqu'ici? Allez. Allez, monsieur. Ça va aller, monsieur Masson. Cassez pas la tête. C'est pas pour moi. Attendez. C'est pour les jeunes à venir. Voilà, monsieur. Allez. Monsieur, est-ce que vous avez beaucoup consommé ce soir? Beaucoup. Oui, beaucoup. D'alcool fort plus? Oh, je m'en fous. Ouais, mais moi je m'en fous pas. Écoutez, monsieur, j'ai commencé par aller au Flunch. Ouais. J'ai pris une tempête de rouge. D'accord. Je vais aller voir pour vous trouver une place. Regarde, parce que comme ça... Alors, dans cette situation-là, on calme la crise et on les revoit le lendemain, une fois qu'ils ont dégrisé. Hein, on perd 0,15 d'alcoolémie par heure. La particularité de ces patients-là, c'est qu'il faut qu'on évite qu'ils vomissent dans leurs bronches. Hein, ça veut dire inhaler pour nous. Donc on va peut-être le mettre un petit peu en PLS sur le côté. Comme ça, s'il vomit, il ne vomira pas dans ses poumons, ce qui peut le tuer, quoi. À 1h30 du matin, tout s'emballe. Une dame seule et paniquée a appelé le 15. C'est le grand patron qui est de garde ce soir. De quoi s'agit-il, là? Une petite dame qui a une douleur thoracique, un malaise. Je me cramponne, ça secoue fort. L'ambulancier connaît par cœur le moindre nid de poule de son département. Les limitations de vitesse, en revanche, ne sont pas son souci. Je vais faire comme si je n'avais pas peur. Et là, qu'est-ce qui a justifié l'intervention? Alors, douleur thoracique, ça reste un motif assez habituel. Parce que si c'est un infarctus, c'est une filière très particulière qui va directement dans le service de cardiologie. Et donc, on ne peut pas se permettre de le faire arriver aux urgences, sinon on perd trop de temps derrière. Nous sommes sur les lieux en moins de 20 minutes. La vieille dame est étendue sur son canapé. C'est elle-même qui a donné l'alerte. Bonjour, ça va madame? On va s'occuper de vous, d'accord? Rassurez-vous madame, d'accord? Montrez-moi où vous avez mal exactement. Là. Au milieu? Ah oui. C'est comme si on enfonçait une aiguille là? Ou si Non, ça pas sert une en aiguille. entier? Comme si c'était un point qu'on Un point. c'est lourd. D'accord. Vous avez C'est mal lourd. ailleurs que là? Non. Dans le cou, dans la mâchoire? Pas du tout. D'accord. C'est la première fois que vous avez une douleur comme ça? Ça fait 8 jours. Que vous avez mal. Et depuis 8 jours, c'est tout le temps que vous avez mal ou ça va, ça vient? J'avais pas mal. J'ai été jouer à la pétanque. D'accord. Après avoir vérifié qu'elle était bien consciente, après avoir pris la tension artérielle, l'équipe cherche du côté du cœur. Bougez pas, respirez tranquillement, on va faire un électrocardiogramme. Respirez tranquillement, ne parlez pas. Mais sur l'électrocardiogramme, aucun signe d'infarctus. Madame Lemont, l'électrocardiogramme, il est bien, d'accord? Il n'y a pas de problème au cœur, d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai? Il n'y a rien au cœur là, hein, l'électrocardiogramme. Qu'est-ce que j'ai? Il est tout à fait normal. Oh, j'ai mal. Difficile de trouver sa place dans un moment pareil. Respirez doucement. Madame, ce qu'on va faire, on va vous mettre sur le brancard, hein, et puis on vous amener dans l'ambulance, pour vous amener après à Nancy à l'hôpital, ok?
D'accord. Dans la maison. Ben, vous allez nous donner les clés, on va fermer, puis on va vous redonner les clés. D'accord. On entre brutalement dans l'intimité des patients. Alors autant repartir sur la pointe des pieds. Ah voilà. Ah merde, presque. Attendez. Voilà, c'est bon. Il est temporisé. Dans l'ambulance, la situation s'aggrave. Et l'état de la route n'arrange rien. C'est moi qui vais vomir. Faire la fête. Tu veux te mettre devant et regarder la route? Durant le trajet de retour, la chaîne des secours se met en place. Le service d'accueil des urgences a prévu une entrée prioritaire. Elle est toujours là. Plus forte, un peu moins forte. Un peu moins forte, mais toujours présente. On est arrivé, madame. On est arrivé. L'admission ne se fait pas au pas de charge, mais presque, car la situation est préoccupante. C'est conforme à ce que vous pensiez ou c'est un peu plus embêtant que ce que vous pensiez? Non, bon, nous, on n'a pas d'origine coronarienne évidente. On va contrôler les échocardiogrammes, voir s'il y a une modification par rapport au premier tracé. Et puis attendre les résultats du bilan sanguin, compléter l'imagerie. Au déchocage, l'équipe s'affaire. De nouveaux tests sont pratiqués. L'état de la patiente empire. On assiste à une intervention qui est quand même assez pénible parce que pour l'instant, ils ne savent pas ce qu'elle a. Non, la bio du 24, il y avait une tropo qui était normale. Madame Lemont, ça va? Regardez-moi un petit peu. Madame Lemont, ouvrez les yeux. Voilà. Les équipes, elles sont fidèles à ce qu'on pressent et perçoit d'eux depuis que nous sommes arrivés. Donc, des gens très calmes, très doux, très à l'écoute, très rassurants. Il est presque 3 h du matin et ils sont d'attaque. Moi, beaucoup moins quand même. Au bout de 10 minutes, un nouvel électrocardiogramme parle enfin. Ah ben voilà, maintenant, ça y est, on sait ce qu'elle a. Ouais, voilà. C'est dingue, hein. Ça fait plus, mode métabolique, quoi, là. Ah bah, t'as une onde qui est pointue. Ouais, c'est ça. Elle a une onde de Pardieu. Elle a une onde de Pardieu magnifique. Alors là, tu la retiens parce que c'est vraiment une belle onde de Pardieu. Ça y est, vous avez un diagnostic? Oui, bah, elle a complètement modifié son tracé. Et donc, elle a un tableau de nécrose myocardique. Donc, vous appelez la cardiologie? Oui, on va se réorienter vers la cardio. En clair, une coronaire, une artère qui arrive au cœur est en train de se boucher. J'assiste à un infarctus du myocarde en temps réel. Vous diriez qu'elle a eu très très chaud? Avec initialement... Oui, parce que la même chose à la maison non surveillée, ça peut poser des soucis. Donc, bon, elle a une nécrose qui a l'air évolutive, donc tout n'est pas encore réglé là. Il va falloir aller faire un geste sur la coronaire pour essayer de déboucher la coronaire. Le travail des urgentistes s'arrête ici. La patiente sera opérée dans l'heure par le cardiologue de garde et ressortira de l'hôpital 10 jours plus tard. La nuit n'est pas terminée. En attendant le prochain appel d'urgence, je partage une pause avec l'équipe de garde. Et je retrouve Géraldine, celle qui a déclenché le massage cardiaque par téléphone ce matin. Qu'est-ce que vous craignez de plus quand vous sortez en intervention comme ça? Moi, en tant que conducteur ambulancier, la première crainte que j'ai, c'est de ne pas trouver l'adresse. Après, le stress pour l'équipe médicale, c'est de se retrouver en difficulté par rapport à ses connaissances et se dire est-ce que je sais prendre en charge telle ou telle pathologie. Je pense que c'est une philosophie de vie, moi, cette profession, parce qu'on est dentiste tout le temps, avec sur les bottes. Ouais. Après, ça aide aussi à relativiser beaucoup, je trouve, quand même, les choses dans la vie de tous les jours. Puis j'imagine qu'il y a des cas qui vous restent en tête à vie, non? Oui. Je pense que c'est bien que ça reste pour certaines choses, parce que
Encore une fois, quelqu'un qui est complètement détaché des choses, ça ne sera pas un bon médecin ou un bon soignant. À ce moment-là, on mettrait un robot et puis on s'affranchirait de ces problèmes-là. Après, à l'inverse, celui qui ne dort plus toutes les nuits parce qu'il cauchemarde sur telle situation, il faut qu'il arrête. J'ai dormi 3 heures, mais comme tout le monde est sur le pont, je reprends du service. Aux urgences, les 35 heures, on ne connaît pas. Autour de moi, toutes ces femmes travaillent au moins 60 heures par semaine. Je peux finir pour lundi, mardi, je bosse aujourd'hui, je fais dimanche 24 heures. Ça fait 24, ça fait 24. Mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps comme ça, mais là, avec les congés, c'est comme ça. Et donc la petite pause en cours de journée, elle est indispensable. Indispensable. Le café est indispensable. Ouais, et puis là ça va parce qu'il n'y a pas encore trop d'attente, donc il n'y a pas de... C'est ça, en fait, le problème c'est que la machine à café est au milieu de la salle d'attente des familles et que quand il y a beaucoup de monde, et ben, même si ça fait 10 heures qu'on bosse, qu'on ne s'est pas posé, qu'on n'a pas mangé, que voilà, il y a toujours cette culpabilité de passer devant les familles qui ont l'impression qu'on ne fait rien et qu'on boit des cafés pendant qu'ils attendent. Et que... À ce point-là. Oui. Ouais. Bah oui. Genre, oui, allô? Écoutez, là, je suis de garde aux urgences. Est-ce que je peux vous rappeler dans 10 minutes, madame? Voilà, je vous remercie, au revoir. Toi aussi, ta banque, ton machin, ton truc qui t'appelle toujours au mauvais moment. Ouais, voilà. La banque, l'assurance, et tu peux pas décrocher. Donc là, c'est la vie privée qui en prend un coup. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps. Ah bah, c'est sûr que nos vies privées, elles en prennent un coup. Hein. C'est sûr. Quand on fait 24 heures un jour sur deux... Vous n'avez rien le temps de faire. Non. Bah, on n'a pas le maman, choix, on est obligé de le faire. Mais Donc ma fille, elle est trimballée entre les grands-mères, avec mon mari qui gère, heureusement qu'il gère bien. Et oui, la vie privée, on prend largement un coup, c'est sûr. Et votre mari, il dit rien? Il est très compréhensif, mon mari. Mais oui, mais c'est pas évident pour lui non plus, c'est sûr. Il est dans le milieu Non, aussi? du tout. Et heureusement. C'est peut-être pour ça qu'il est compréhensif. C'est pour ça qu'il est compréhensif, tout à fait. Ah oui, parce que sinon il le serait moins? Bah, sinon, il serait là avec moi. Mais est-ce que cette énergie que ça vous demande dans le travail, vous devez aussi le mettre dans la vie privée? Et là, Ah oui, complètement. Ça pourrait étonner. Ouais. La famille est encore avec ou pas? D'accord, bah écoute, j'arrive. Moi, je suis vieille interne, donc ça touche à sa part. Le est encore branché, c'est tout plat? Ça marche. Écoute, je suis là, j'arrive. Je laisse le docteur Véronèse retourner au feu. Moi, j'ai rendez-vous avec Benjamin, enfin presque. J'enchaîne les nuits blanches pendant que lui se la coule douce à Tahiti. Allô? Ouais, salut Benjamin, ça va? Et toi, ça va bien? Ça va bien, ça va super. C'est bien, blouse blanche. T'as vu ça? Petite, je voulais être médecin, donc je trouvais ça absolument génial. Bon, j'ai un peu peur du sang, un peu peur de... Même les petits bobos que j'ai pu déjà commencer à voir et me donnent un peu la mal au cœur, mais je prends sur moi. Benjamin, tu acceptes que de jolies infirmières te prennent en photo? Oui, bien sûr. Allez, venez voir les filles. Attendez, je vais faire un selfie avec vous. J'imagine qu'aux urgences, on est face à des situations compliquées. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous? Le plus difficile, c'est quand tu te retrouves avec le médecin à arriver sur un appel d'urgence, justement, où tu débarques dans des familles. Les gens ne comprennent pas forcément ce que tu fais là, c'est ni tout à fait le moment de les déranger, ni rien. Tu vois des gens qui sont en situation de détresse absolue, donc oui, ça c'est difficile, ne serait-ce que par pudeur. Tu n'as pas envie de perturber le travail des équipes, donc voilà, tu te fais petite souris dans ta blouse blanche, mais voilà. Je suppose que dans les urgences, quand il faut se rendre rapidement quelque part, on roule vite. Ça roule vite, ça roule très très vite. Et je peux te dire que quand tu es à Nancy et qu'il ne fait pas beau et que tu es en pleine nuit noire et qu'il y a un brouillard et que tu ne vois pas à 20 mètres, oui, c'est très impressionnant. Donc, ouais, j'en menais pas large, hein, très, très honnêtement. Bon, allez, c'est bon, on ne vous dérange plus. Bon, bah, je vous laisse travailler. Hein. Allez, salut. À bientôt. Il a un drôle de sourire, ce petit bonhomme. Je suis malheureusement pas très optimiste qu'on puisse le sauver. Dans les plus grands CHU de France, l'alerte Ebola a été lancée.
Évidemment, c'est tombé pendant ma semaine d'immersion. Je vais donc apprendre à me protéger du virus, comme tout le personnel médical. Aides-soignants, infirmiers, médecins, ils doivent savoir accueillir et soigner un malade sans se contaminer. Se protéger de liquide biologique, c'est se protéger de quel liquide? Donc de tout liquide biologique qu'on peut excréter. Donc le sang, les selles, la sueur, le sperme, les urines. Donc on retient en S, comme ça. S comme urine. S comme urine. Ok, c'est pas mal pour les enfants, c'est un bon moyen mémotechnique. Donc c'est la règle des 5 S en fait. Voilà. Tous les vêtements sont à usage unique. Chaussures, surchaussures, double paire de gants. Ah, ils sont couleur peau, c'est joli. Mais aussi combinaisons à glissière spéciale et les masques. On va bien pincer la barrette sur le nez. Pour vérifier si le masque est bien étanche, on va appuyer sur le nez et on va inspirer fortement. Si le masque se colle au visage, c'est qu'il est bien étanche. On inspire. Voilà, très bien. Mais je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps comme ça, à moins de faire un malaise vagal, moi, hein, je vous l'annonce. Hein. Alors on met la capuche maintenant et on monte jusqu'en haut. Le protocole est ultra contraignant. Ebola provoque une fièvre hémorragique. Le virus est mortel dans près d'1 cas sur 2. Vous voyez, là il y a de la peau. Voilà, tout à fait. Donc le binôme va s'occuper de bien réajuster, de façon aussi à ce que la personne voie clair. Hein. Voilà, là c'est tout à fait bien, il n'y a plus de peau visible. Sur 10 000 personnes contaminées, plus de la moitié n'a pas survécu. Et il n'existe toujours pas de traitement homologué. Nous sommes opérationnels. Je n'entends rien, je ne sens rien. Je me demande comment dans un tel scaphandre, on peut encore soigner des gens. Vous pouvez parler un petit peu plus fort parce qu'on n'entend juste rien, quoi. Je vous emmène où est notre patient. D'accord. Si en France, le risque d'épidémie est faible, la probabilité de prendre en charge un patient contaminé est-elle très élevée? Là, nous sommes au sas d'urgence. Donc au sas d'urgence, c'est un transit. Donc le patient, c'est pourquoi il a le masque. C'est pour être rapatrié aux maladies infectieuses au secteur P3. Elle a l'air mal en point, la petite dame. Hein. C'est ça. Le risque, ça fait partie de votre métier. Hein. Et le risque Ebola, il est plus effrayant que les autres? Oui, les soignants sont quand même en première ligne au niveau de la contamination. Donc nous, on a quand même relativement peur. Enfin, moi, personnellement, voilà, c'est quand même quelque chose qui fait peur à tout le monde. Et le fait d'avoir une formation et de s'entraîner, bah, ça nous rassure quand même. Et on commence à avoir la buée là. Hein. Oui, parce que ça fait... Ça descend. Oui, Rien que la perception, elle est changée hein, au niveau du bruit, au niveau même du toucher. On est complètement goncé, on ne pourrait pas faire grand-chose. Hein. Ça se passe bien? Un petit peu chaud. Un petit peu chaud, oui, ça oui. m'étonne. Un petit peu. Oh mais vous êtes tout mignon comme ça. Hein? Vous êtes habillé, vous déjà? Vous avez fait le... Ah oui, on s'est même habillé nous depuis longtemps sur d'autres types de procédures. Dans le SRAS ou les problèmes NRBC chimiques, du côté SAMU, on est formé à l'habillage, oui. Cela fait 1 heure que je mijote dans ma combinaison d'astronaute. Je n'ai qu'une envie, m'en débarrasser. Mais le déshabillage est extrêmement dangereux. Un simple contact avec l'extérieur de ma tenue et je risque la contamination. Il faut toujours s'équiper et se déshabiller à 2. Parce que là, moi, j'ai déjà touché, donc j'ai fait une... Il faut tirer... Ah oui, mais vous avez... Non, on va recommencer. En jusqu'en bas, maximum. C'est la Charlotte. Oh, sorry. Et... Deux pressions. Les avant-bras. Pendant que j'apprends à me battre contre Ebola, les équipes, elles, ne chôment pas. Hélène Vigneron est la doyenne des infirmières de l'hôpital. Elle forme avec le docteur et le pilote l'équipe d'intervention héliportée du SAMU de Lorraine. À l'autre bout du département, une petite fille a été renversée par une voiture. Par la route, il faudrait plus de 2 heures. L'hélicoptère, lui, sera sur zone en 25 minutes. La petite a été prise en charge par l'hôpital de Briey, dans le nord du département. Mais le scanner vient de tomber en panne. Impossible de connaître l'étendue des dégâts. Il faut rapatrier l'enfant au service pédiatrique de Nancy.
Au déchocage de l'hôpital de Briey, c'est la panique. La maman tente de rassurer sa fille. Ileda ne comprend pas le français, elle ne parle que le turc. Le fait d'avoir le bras tendu, ils n'aiment pas. Dites-lui que je vais l'accompagner, d'accord? Avec moi, d'accord? C'est une voiture qui l'a renversée. Elle a été projetée à 4-5 mètres. C'est ça qui me fait peur. L'infirmière prépare la mère à la séparation. Vous voyez, dès qu'elle vous voit moins, elle a moins tendance à vouloir pleurer. Voilà, regarde. Voilà, t'as vu? Regarde. Il a un drôle de sourire, ce petit bonhomme. On peut y aller? Hélène Vigneron est infirmière urgentiste depuis plus de 30 ans. Elle sait parler aux enfants malgré la barrière de la langue. Coucou Laïda. Bon alors ma petite puce, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu comprends pas ce que je te dis, hein? Mais c'est pas grave. On va se promener, d'accord? Et je reste avec toi, d'accord? Coucou mademoiselle. C'est bon, on peut y aller. Tu me l'as pris? En moins de 10 minutes, la petite est embarquée dans l'hélicoptère. Malgré le vacarme, l'enfant ne crie plus. Pour la calmer, l'infirmière lui montre un petit dessin animé sur son téléphone. Ça lui a permis de la détendre un petit peu. Et là, elle est en train d'observer, de regarder un petit peu son entourage sans être vraiment inquiète. Elle me tient la main et manifeste plus d'inquiétude ni de douleur par rapport à la séparation de sa maman qui, on a pu voir tout à l'heure, était difficile. Arrivée à Nancy, direction les urgences pédiatriques pour une batterie de tests. Oui, je suis là. Je suis avec toi. Bon oui, c'est sûr. Puis on peut pas trop te dire en plus. Pour s'assurer qu'il n'y a rien de grave, la petite restera 48 heures sous haute surveillance. C'est rigolo quand même. Ouais. Non, c'est pas moi, tu vois. Mais c'est joli comme tout ça. Ileda ressortira de l'hôpital sonnée, mais indemne. Au bureau central, une nouvelle course commence, la chasse au lit. De nombreux patients doivent être hospitalisés, mais il n'y a pas de place dans les étages. Cet embouteillage paralyse le circuit des soins. En 5 ans, l'affluence journalière aux urgences a presque doublé. L'équipation est clôturée, le patient Oui, qui te montre le en patient, usine. Donc oui. ça me fait 2 lits, tu peux mettre ta dame. D'accord. Et je peux mettre mon monsieur. D'accord. Les médecins de garde placent au cas par cas les malades les plus urgents. Pendant ce temps, le sas d'accueil se remplit, inexorablement. La population âgée augmente et c'est particulièrement criant en hiver. C'est indifférencié. Qu'est-ce qui se passe là? L'état des lits en fait. L'état des lits à 20h sur l'hôpital. Alors, gériatrie? Non, Tu il n'y a restes rien. Non, gériatrie. Maladie infirmière. T'as pas de vue sur le lit dans le créneau? Ah bah il y a des lits en pneumo. Oui. C'est déterminant pour la nuit, là, ce qui se passe? Oui, en fait, ça détermine les lits qui sont disponibles pour le service des urgences sur toute la nuit. Et on refait un tour des lits à 4h du matin, avec s'il y a eu des évolutions ou des involutions. Parfois, il y a des décès dans les services, donc on apprend les décès et du coup, ça nous libère des lits. Alors concrètement, c'est quoi les conséquences pour vous dans votre service? Nous, ça nous donne déjà un peu une idée des lits qu'on a, c'est-à-dire des possibilités d'hospitalisation derrière. Là, moi, j'ai 2 patients qui ont plus de 75 ans, qui sont là depuis 7 heures de temps. Ils ont déjà passé 7 heures sur un brancard. Et ils auraient dû être hospitalisés plus tôt, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution d'hospitalisation. Après, l'idéal, ça aurait été de la gériatrie. C'est pour ça que c'était la première question, est-ce qu'il y a des lits de gériatrie? Parce que ça, c'est notre mine d'or du CHU, les lits de gériatrie. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose comme lit d'hospitalisation de médecine.
Donc bon, on va essayer de faire avec, mais bon, on a 40 patients aux urgences, il y en a un certain nombre hospitalisés là, donc il est probable que demain matin il nous en reste, qu'il y ait des gens qui dorment aux urgences cette nuit. Quoi. Sur leur brancard. Sur leur brancard. Cette pénurie de lits est un casse-tête et un gros facteur de stress pour les équipes. Ça ressemble un peu au principe des chaises musicales, quoi. C'est une chaise musicale orientée, parce que chaise musicale, j'ai un peu l'impression dans le jeu, enfin de ce que je connais, que c'est un peu au hasard, on tombe sur une chaise libre, on a de la chance. Là, on essaie quand même de caser ceux qui sont prioritaires pour l'hospitalisation. Parfois, les patients font irruption, menottes au poignet. Madame, s'il vous plaît. Comment vous faites ça, Cassandra, comment Pour éviter de prendre des coups le temps qu'elle a Comment, agité, Cassandra? en fait. Tu la mettre en sécurité Comment? elle-même. Et la mettre en sécurité. Lors d'un contrôle de police, cette jeune femme venue d'Europe de l'Est a tenté de s'enfuir et s'est blessée à la jambe. Avant toute audition, il faut la soigner. Désinfectant, antidouleur. Là, on est juste en assistance pour ça. 10 minutes et 5 points de suture plus tard, elle prend le chemin du commissariat sous bonne escorte. Aux urgences, les gardes durent 24 heures. 12 au bureau d'accueil et 12 en intervention sur le terrain. Pour le docteur Véronèse, la nuit ne fait que commencer. Ok, mais écoute, c'est parti. On y va. Ah, faut voir là. Hein, je refuse d'apparaître à la télé en train de manger un kebab. De toute façon, pour le dîner, c'est raté. Il est 21h30 et c'est le deuxième appel. Cette nuit, les urgences cardiaques s'enchaînent. Soirée à thème. Bon, bah j'aurais jamais fini de manger ce kebab. C'est la malédiction du kebab. La famille d'un agriculteur a donné l'alerte. Quand la nuit est tombée, le vieil homme n'était toujours pas rentré de son champ. Alors on va sur un arrêt cardio-respiratoire, donc un monsieur qui a été retrouvé à côté de son tracteur, inanimé. Quand nous arrivons, les pompiers essayent de faire redémarrer le cœur depuis plus d'un quart d'heure. Ils peuvent encore espérer relancer la machine pendant une petite demi-heure, à condition d'intervenir le plus vite possible après le malaise. Seul problème, on ne sait pas combien de temps l'homme est resté inconscient avant l'arrivée des pompiers. Il faut préparer l'épouse de la victime au pire. Bonjour, je suis le médecin du SAMU. Vous êtes... Je suis sa femme. Sa femme. Donc, faut que je vous parle un petit peu de votre mari. Il a des problèmes de santé, des problèmes du cœur, du diabète. Il a juste un ulcère d'estomac. D'accord. Le souci, c'est donc qu'il a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Hein. Ça veut dire que son cœur s'est arrêté. Je ne sais absolument pas vous dire à l'heure actuelle pourquoi. Là, on est en train de tenter de le réanimer. Hein, mais vu les délais, au moment où ça s'est passé, le moment où les pompiers ont commencé à réanimer, je suis malheureusement pas très optimiste qu'on puisse le sauver. Les médecins urgentistes vont faire une dernière tentative. On a remis un coup d'adré et puis si ça fait rien, on arrêtera là. L'adrénaline, c'est le remède de la dernière chance. On n'a pas réussi à faire repartir son cœur, hein. Je suis désolée de devoir vous annoncer ça, mais votre mari est décédé. Parce que ça prend 2 ans ensemble. La question, c'est de savoir si autopsie ou pas autopsie, quoi. Il n'y a pas de trace sur le corps, il n'a pas de problème de santé, donc faut voir conjointement avec
avec l'officier de police judiciaire, la gendarmerie, si pour eux c'est une situation qui leur paraît suspecte, ou si comme là on part sur quelque chose qui a l'air quand même plutôt d'une mort naturelle, probablement un infarctus ou quelque chose comme ça. Après un nouvel examen du corps, le docteur conclura à un infarctus. La mort est bien accidentelle. Pour tenir, les équipes doivent être soudées, à l'hôpital, mais aussi au dehors. Ce soir, des internes fêtent leur fin de stage. Ceux qui ne sont pas de garde ont tombé la blouse. On se lâchait complètement. Oui. Afin de relâcher un petit peu la pression qu'on accumule tout au long de nos journées, qui sont parfois très difficiles. Mais là, on est vraiment nous, je pense. On est vraiment nous, on n'est pas soumis au stress des effectifs, on n'est pas soumis au stress des patients, on n'est pas soumis au stress du manque de lit. Là, on lâche la pression, c'est complètement nous. Notre quotidien, c'est quand même des choses qui sont tristes, comme la maladie, la souffrance, on a la misère sociale, la misère médicale, on a plein de choses. Et du coup, c'est sûr que de vivre ça au quotidien, on a besoin de décompresser le soin et puis d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça. Décompresser ensemble pour ne pas décompenser quand on se retrouve seul. Ce soir, ils ont appliqué leur devise à la lettre. De ces 96 heures passées aux urgences, je garderai en mémoire ces accros de l'adrénaline. Ces soignants qui n'attendent ni reconnaissance ni remerciement pour se démener au service des autres. Depuis mon départ, l'équipe a enchaîné les accidents cardiovasculaires, les drames de la route, les accouchements à domicile et beaucoup de nuits blanches. Le dispositif Ebola a été déclenché. Vraie frayeur mais fausse alerte. Heureusement, ce n'était qu'une simple crise de paludisme. Bon, je vais reprendre des forces avant ma prochaine immersion. Alors, à toi de jouer, Benjamin.